Bonsoir à tous et bienvenue. Le prix de la viande, produit de grande consommation, connaît depuis quelques semaines une augmentation sur les marchés. Une situation qui n'est pas du goût de la population qui tente de comprendre les origines de cette flambée auprès des revendeurs. Ce sont les mêmes questions. On fait le point dans ce journal. La Côte d'Ivoire s'active pour prendre part aux Jeux Olympiques de Tokyo qui s'ouvrent dans quelques jours. Avec 28 athlètes, les représentants ivoiriens défendront les couleurs à travers 6 disciplines. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a fait le point des préparatifs ce lundi. Et puis à l'étranger, l'ancien président américain Donald Trump a officiellement lancé ce week-end la campagne des élections de mi-mandat en retrouvant dans l'Ohio l'ambiance des meetings qu'il affectionne, avec un œil déjà fixé sur 2024. Le prix de la viande, ce produit de grande consommation, connaît depuis quelques semaines une augmentation sur nos marchés. Une situation qui n'est pas du goût évidemment de la population qui tente de comprendre les origines de cette flambée. Auprès des revendeurs, on se pose les mêmes questions. D'aucuns imputent l'augmentation des prix au Covid-19 pendant que d'autres restent dans l'incompréhension totale. Un sujet de Nadia Edja et Haruna Zeba. Marché de Trècheville. Sur l'étal des bouchers, on ne se bouscule pas. Le prix de la viande, en hausse, semble avoir calmé l'appétit des consommateurs. Venu s'approvisionner ce matin, Barakissa Ouattara ne cache pas son mécontentement face à cette inflation. Depuis 2021, là, ça a augmenté. C'était 2200 jusqu'à 3600, c'est trop. Et puis quand tu payes, tu vois que non, il y a graisse, il y a tout ça là. Et puis le kilo, mais ça ne nous arrange plus. Ok, c'est pas à chaque fois qu'on pourra manger poisson, ça va nous dégoûter. Cette année, ça a commencé, mais surtout, même voilà, les tabaski même qui arrivent, c'est dégueulasse. Comme elle, nombreux sont les clientes qui ne cessent de s'interroger sur cette augmentation du prix de la viande. Ça a beaucoup augmenté. Voilà. C'était de 2000 à je ne sais pas combien, maintenant on se retrouve à 3500, 4000 même le kilo. On s'est dit peut-être c'est à cause du Covid, comme les choses ne rentrent pas. Des questions partagées par les revendeurs qui tentent d'apporter une explication à cette situation. Entre le déficit en approvisionnement et la pandémie de coronavirus, la cause de cette situation s'explique par diverses raisons. En plus, ça a commencé par le coronavirus. 2 années. Après, on a choqué le bœuf ne rentre pas. Le mouton ne rentre pas. C'est qu'ici aussi, c'est fini. Comment on va faire? Le prix est cher. On va augmenter le prix? Non, ça rentre plus. Les gens qui tuent la viande là aussi, ils plaient. Donc, nous qui vendons bien là aussi, on plaît. Parce que nous-mêmes, on prend l'agro même à 2800. On va vendre un kilo à 3000. Et cette flambée du prix de la viande, à en croire les acteurs, s'étend au-delà des frontières ivoiriennes. Les bœufs là quittent dans les pays voisins, comme Mali, Burkina. Donc les viandes ont augmenté depuis là-bas. Les bœufs ont augmenté depuis là-bas. Là-bas, bœuf est cher. Actuellement, à Bamako, même quand ils demandent la viande de 3000 francs là-bas. Ouagadougou aussi, c'est la même chose. C'est 3000 francs là-bas aussi. Donc, de dire viande là, ce n'est pas ici, à Abidjan, ici seulement viande d'augmenter. Viande d'augmenter partout. Où les bétails la sortent, les bœufs la sortent là. C'est là-bas les animaux sont augmentés. Plaider auprès du gouvernement, voici à quoi se résolvent les consommateurs. À l'instar de la viande, plusieurs produits de grande consommation ont vu leur coût s'élever récemment. Selon l'indice harmonisé des prix à la consommation des pays membres de l'UEMOA, les denrées alimentaires en Côte d'Ivoire ont enregistré une augmentation de 7% en mai 2021, après une hausse de 5,3% en avril et 5,2% en mars de cette même année. Je vous l'annonçais en titre, la Côte d'Ivoire prendra part aux Jeux Olympiques de Tokyo qui s'ouvrent dans quelques jours avec 28 athlètes. Les représentants ivoiriens défendront nos couleurs à travers 6 disciplines, l'athlétisme, l'aviron, le judo, la natation, le taekwondo et le football. Pour faire le point des préparatifs, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, était face à la presse. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. La participation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prête pour une meilleure participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain au Japon. Telle est l'assurance donnée ce lundi par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, face à la presse à son cabinet. À ses côtés, des membres du comité d'organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à ces Jeux et des membres du comité olympique.
participer à la plus prestigieuse manifestation sportive pour la Côte d'Ivoire est l'occasion d'assurer son rayonnement. Tous les moyens sont dégagés pour assurer une participation honorable de l'ensemble de la délégation ivoirienne à Tokyo. Cette Olympiade sera pour la Côte d'Ivoire l'occasion d'une part de démontrer qu'elle demeure une nation productrice de grands champions et d'autre part de réaffirmer son engagement à relever le défi d'obtention de 3 médailles olympiques minimum en vue de se maintenir sur l'échiquier international. La délégation sportive est composée de 43 personnes dont 28 athlètes et 15 de l'encadrement. Pour l'édition 32 des JO, ce sont 339 épreuves que subiront les 11 000 athlètes venus du monde entier avec 33 sports olympiques. À ce jour, la Côte d'Ivoire a à son actif 3 médailles. La médaille d'argent aux Jeux olympiques de Los Angeles 1984 avec Gabriel Tiako en athlétisme, une médaille de bronze avec Ruth Wabi et l'or avec Cheikh Cissé Salah Junior en 2016 aux Jeux de Rio au Brésil avec le taekwondo. L'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises vient d'initier une rencontre en vue d'analyser le secteur aérien très impacté par la crise sanitaire qui reprend aujourd'hui du poil de la bête. Jean-Michel Quadio, Mathurin Badet. Les initiatives antérieures prises pour dynamiser le secteur aérien en Côte d'Ivoire, notamment la mise en place de compagnies nationales et régionales, ont été soldées par des échecs. Pour les liaisons internationales, des solutions peuvent toujours être trouvées avec les compagnies intercontinentales. C'est à juste titre que l'érudition s'est réunie en conclave pour apporter une grande contribution à la réflexion sur leur activité en identifiant des indicateurs pertinents de compétitivité. L'ONC a déjà mené des travaux sur plusieurs domaines d'activité, notamment les filières du café, du cacao, de l'anacarde, de la banane dessert, ainsi que les secteurs du tourisme, du ciment et des télécommunications. La compétitivité du secteur dans son ensemble nécessite d'être revitalisée à l'effet de rivaliser avec les principaux concurrents de la sous-région. Il vous appartiendra, par conséquent, d'identifier les indicateurs pertinents de compétitivité qui feront l'objet de suivi et d'évaluation. Le temps de la rencontre a été donné par le directeur du cabinet adjoint représentant le ministre de l'économie et des finances. Il a mis en exergue la place de choix qu'occupe le secteur aérien dans l'économie ivoirienne. Il a clos ses propos en déclarant ouverte cette rencontre et en exprimant sa satisfaction face aux objectifs énoncés. L'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises a pour mission de suivre et d'évaluer la compétitivité des filières porteuses de croissance. Dans l'actualité politique, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est arrivé hier dans son village natal de Mama, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'y était plus revenu depuis 10 ans. Plusieurs milliers de personnes lui ont réservé un accueil 10 jours après son retour à Abidjan à la suite de son acquittement par la Cour pénale internationale. Les précisions de Yili Traoré. Laurent Gbagbo est arrivé à Mama à la tombée de la nuit en provenance d'Abidjan. Dès sa descente de voiture, l'ex-président, vêtu d'une chemise blanche et souriant, a pris un bain de foule. Il a remercié les gens d'être venus si nombreux. 10 ans d'absence, c'est beaucoup. Demain, je vais vous donner des nouvelles, a-t-il ajouté. Des habitants de Mama expriment leur joie immense avant son retour après 10 années loin de ses terres. Avant d'arriver à Mama, Laurent Gbagbo est allé à Blouson, localité proche, se recueillir sur la tombe de sa mère, Marguerite Gado, décédée en 2014 alors qu'il était incarcéré à la prison de la Cour pénale internationale. Dès l'aube, l'artère principale de Mama a été le théâtre d'un ballet incessant de cars, de motos et de voitures remplies de partisans de l'ancien président venus assister à son retour dans son village. Les forces de l'ordre étaient présentes, mais se faisaient discrètes. Entre la ville de Gagnoa et Mama, distant de 5 km, le service d'ordre était assuré par la jeunesse du village qui fouillait véhicules et passagers à des barrages. Laurent Gbagbo, au pouvoir depuis 2000, avait été arrêté en avril 2011 à Abidjan, puis transféré 7 mois plus tard à la CPI de La Haye, où il était accusé notamment de crimes contre l'humanité,
pour les violences commises à la suite de la présidentielle de fin 2010. Acquitté le 31 mars 2021, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier. Le groupe bancaire panafricain Ecobank a procédé ce lundi à la signature d'une convention de partenariat avec la société Sika Finance, un acte qui permettra aux filiales du groupe bancaire de faire leur entrée dans une plateforme numérique spécialement conçue pour permettre aux entreprises d'optimiser leurs recherches de marché et de mieux affiner leurs opérations dans la région ouest-africaine. Brice Niawa, Fulgence Kissiedou. Sika Finance Pro est une plateforme électronique spécialisée dans les services aux professionnels du marché financier et dans l'information financière. Conçue par les entrepreneurs ivoiriens pour faciliter l'inclusion financière, cette plateforme digitale reçoit aujourd'hui 7 filiales du groupe bancaire panafricain Ecobank. Aujourd'hui, un trésorier d'Ecobank qui veut acheter des obligations sur le marché secondaire utilisera notre plateforme pour pouvoir calculer ses prix et ses taux. S'ils veulent faire des prêts avec une autre banque, ils utiliseront encore notre plateforme pour faire le calcul. Donc ce type de plateforme-là réduit les marges d'erreur des trésoriers et leur permet aussi d'aller un peu plus vite parce que généralement, c'est des calculs qui se font sur Excel et tout ça que nous avons automatisé. Nous sommes aujourd'hui conseils en investissement et donc nous avons pour rôle de pouvoir donner des conseils, des orientations à nos clients et à nos partenaires. Donc cette solution aide justement à notre analyse en interne pour pouvoir divulguer au grand public et aux partenaires des conseils avisés. Donc c'est une plateforme qui est innovante et qui répond également aux normes internationales. Cette convention prend en compte les filiales du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Mali et de EIC Ecobank Investment Corporation. La plateforme Sika Finance Pro illustre bien toute créativité et le savoir-faire que l'on peut trouver sur un continent qui a toute sa place dans la construction de notre monde. Elle traduit bien, selon Daniel Dagré, cette vision qui voudrait que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Abidjan, communément appelé le Manhattan de l'Afrique, fait face à de nombreux défis environnementaux. La capitale économique ivoirienne doit faire face à la gestion des tas d'immondices par endroits. Et si on privilégiait le recyclage des déchets pour lui redonner toute sa splendeur, une interrogation que s'est posée Jean-Michel Kouadio, appuyé par Arona Zeba. Tous les jours, ce sont plus de 3000 tonnes de déchets qui sont produits à Abidjan. Les tas d'immondices, en grand nombre, aussi bien dans les rues que sur le littoral, constituent en partie pour certains une source de revenus. Dans des conditions précaires, ces jeunes gens recherchent des objets usagés pour ensuite les revendre. Souvent, je gagne 2000, je me défends avec ça. Ce que Dieu me donne, c'est ça, je prends pas. Il n'y a pas de prix fixe. Tout comme Zongo Issouf, ces jeunes gens défavorisés sont sans emploi. Ils sont des bénévoles qui œuvrent pour le bien-être des populations. On a besoin des gants, des cache-nez, des matériels. Pendant mes 22 ans, j'ai fait ça moi. Voilà, tout le monde le sait. On attend le gouvernement vraiment, Saint-Issouf, vraiment pardon. Lui-même est venu nous prendre en charge, pardon. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde va mourir comme ça, Caro, tu vois. Les déchets industriels représentent un véritable danger pour les populations. Opter pour l'incinération des déchets est un choix propice pour préserver la santé des populations, mais il est impossible de les éradiquer définitivement. Les huiles noires de bidon sont des déchets dangereux. Ils doivent être traités de façon adéquate. Et ce que nous souhaitons, qu'on puisse tous rentrer dans un cadre formel, qu'il y ait des structures pour pouvoir recycler efficacement ces déchets. Jichi Abdallah l'a bien compris. Il a opté pour la transformation des huiles usagées pour faire du business, mais aussi pour rehausser l'économie ivoirienne, tout en offrant un emploi à plusieurs jeunes. Ces huiles que nous récoltons un peu partout, sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, aussi bien sur les navires aussi, nous permet de faire un premier traitement pour obtenir de l'huile de base, et à la suite de quoi, cette huile de base est mélangée à de l'additif que nous importons de l'Europe, qui nous permet de faire des huiles de grade SAE 50. Nous avons une quarantaine d'employés. Les personnes perçoivent entre 100 et 200 000. Demain, si les choses se passent bien, on va générer quand même des fonds pour aider la jeunesse.
Signé en 2019 par l'Institut national de l'économie circulaire et le district d'Abidjan, cet accord vise à solutionner les problèmes d'emploi, de propreté, d'environnement et de santé. Jusqu'ici, certains jeunes crient encore à l'aide. La ministre de l'Éducation nationale a procédé ce lundi à la remise officielle de véhicules et de plusieurs équipements à l'inspection générale de son département. Des équipements pour renforcer les capacités opérationnelles de l'inspection générale de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce don estimé à environ 125 millions de nos francs s'inscrit dans le cadre du PCLFI, projet de construction de 6 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat. Brice Niawa. Accomplir la fonction de contrôle sur le terrain demande qu'on soit bien équipé et mieux préparé. À ce titre, la ministre de l'Éducation nationale offre 2 véhicules de type 4x4 et du matériel de travail à l'inspection générale de son ministère. Ces équipements viennent renforcer les capacités opérationnelles de l'inspection générale de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au nombre des équipements, vous voyez bien 2 véhicules, 6 copieurs, 10 ordinateurs, 12 imprimantes, des licences pour ordinateurs et du mobilier de bureau déjà installé dans les coordinations régionales de Yamoussoukro et de Kourougou. Ces équipements viennent renforcer les capacités opérationnelles de ces différentes structures du ministère. Je pense que tous ces dons ne sauraient que nous accompagner à obtenir ces résultats. Ces équipements réjouissent l'ensemble des inspecteurs qui, par le passé, avaient des difficultés à faire leur travail. Les inspecteurs produisent des documents à l'intention des enseignants et à l'intention même des directeurs centraux et autres. Mais en plus, il faut qu'ils soient des hommes de terrain. Et Madame la ministre a respecté sa parole en nous donnant déjà 2 véhicules. Avec ça, ça va booster vraiment nos activités. Et ces 2 voitures vont contribuer vraiment à ce qu'elle dit, Madame la ministre, elle veut de bons résultats. Avec les voitures, nous pourrons avoir de bons résultats en voyant dans les confins même du pays. Avant de s'en aller, la patronne de l'Éducation nationale a appelé les inspecteurs à en faire bon usage et à produire de bons résultats. Le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, a retrouvé le calme depuis l'installation d'un nouveau comité de gestion et d'un nouveau directeur général. Si la répartition des droits fait grincer moins de dents chez les artistes, le recouvrement des taxes chez les utilisateurs reste encore un défi pour l'organisation. Comment les artistes perçoivent-ils le Burida dans sa nouvelle composition? Les réponses dans ce sujet de Pierre Dipomelin, Fulgence Kissiedou et Eric Kimou. Fadaldé, artiste musicien, a conduit des frondes contre le Burida par le passé. Aujourd'hui, lui et ses compagnons semblent en harmonie avec les dirigeants actuels du Bureau ivoirien des droits d'auteur. Qu'est-ce qui a changé? L'artiste s'explique. Avant, on peut le dire, je ne pense pas que dans les répartitions, il y avait plus de 500, 300, 400, 500 artistes répartis. Mais aujourd'hui, on se bat pour qu'on aille au-delà d'au moins 1000 artistes. Et on se bat pour que cela ne soit pas réparti en dessous du SMIC. C'est ça aussi notre combat. Et c'est là, nous l'avons dénoncé quand nous étions encore dans la lutte. L'argent, le nerf de la guerre. Pour satisfaire les attentes des milliers d'artistes, le Burida veut élargir l'assiette des perceptions des droits. Le Burida, on paye souvent 40 000. Ça dépend. Dans des jours, on paye plus que ça. Parce qu'on a 2 grands maquis. On associe ensemble. On fait 60 000, 70 000, 50 000. On utilise les œuvres des artistes. Mais il y a des artistes aussi qui ne sont pas ivoiriens qu'on utilise les musiques. Est-ce que ces artistes-là, ils reçoivent cet argent aussi? C'est là le problème. Des jeunes sont recrutés et formés à cet effet. À Abobo, ils sillonnent toutes les ruelles pour enrôler tout utilisateur d'œuvres de l'esprit. Je peux avoir la fiche là déjà. Je suis déjà inscrit au Burida. Voilà. C'est ma fiche de Burida qui est là. Donc je pense que là, le contrat est déjà signé avec la maison Burida. Bon merci quand même d'être passé. La buvette est en règle. Les agents de recouvrement se rendent dans une boutique des vêtements à la grande surprise du propriétaire. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Quand on entend Burida, on se dit que c'est ce qui écoute la musique, genre les gens les maquillent avec les restaurants.
Mais si ça concerne les boutiques et puis les magasins encore, on voit que c'est un peu compliqué. Quand vous avez votre espace, que vous vendez vos pailles, vos chaussures, et que vous vous arrêtez pour dire venez, il y a chaussures, venez, il y a paille, personne ne vous dérangera. Mais quand vous mettez déjà un téléviseur ou bien un poste radio pour pouvoir égayer vos clients, la donne change. Après de longues explications, il accepte de signer le contrat et il fait partie désormais de la base de données du Burida. On rencontre beaucoup de difficultés par moments sur le terrain, mais on essaie de gagner un maximum de contrats parce que c'est ce qui nous intéresse. Devant l'immensité de la tâche, le directeur général du Burida sollicite l'appui des agents collecteurs des mairies. Une convention est signée avec la mairie de Cocody. La présente convention vise à permettre à la mairie de nous faciliter l'encaissement des droits des artistes sur tous ceux qui viennent se marier et qui sont persuadés qu'au cours de leur mariage, ils utiliseront les œuvres de l'esprit, notamment la musique, le théâtre et autres, pour égayer leurs invités. Mais le Burida, c'est aussi la maison des écrivains, peintres, acteurs de cinéma et bien d'autres interprètes. Ceux-là ont une perception bien mitigée des prestations du Burida. Docteur Hélène Lobé est auteure de plusieurs romans. Inscrite au Burida depuis plus de 2 ans, elle n'a encore reçu aucun centime. Le Burida, je pense que dans sa gestion de ses adhérents, autres que les artistes, chanteurs et tout ça, le Burida doit revoir sa manière, doit revoir sa façon de faire. Parce que moi, j'avoue avoir adhéré au Burida, avoir déposé tous les papiers. Je suis repassée, on m'a dit que c'était en cours. On m'a remis une carte. Et pour la perception des droits, je n'ai jamais rien reçu. Au début de la Covid, il y avait des fonds qui avaient été alloués au niveau du Burida. Et une responsabilité du Burida, lorsque je suis allée me renseigner, m'a dit non, tout le monde y a droit. Mais renseignement pris, on m'a dit non, que c'était juste pour les comédiens et que les écrivains n'y avaient pas droit. Je n'ai pas compris. Est-ce que les écrivains ne font pas partie du Burida? Par contre, des acteurs de cinéma sont eux satisfaits après leur prise en compte en 2009 au titre des droits voisins. La grosse satisfaction, c'est que depuis 2009, les interprètes, comédiens et chanteurs sont pris en compte au niveau du Burida. À l'époque, c'était que les droits d'auteur. Aujourd'hui, les interprètes bénéficient aussi des droits qu'on appelle droits voisins. Et c'est payé chaque 6 mois. Les répartitions sont faites. C'est vrai que peut-être que tout le monde n'est pas pris en compte, mais il y a une réalité aussi. Je pense que pour être pris en compte, il faut être beaucoup plus productif. Quand bien même que tu aies des œuvres qui existent, si ces œuvres ne sont pas exploitées publiquement, ne sont pas exploitées à la télévision, à la radio et un peu partout, tu ne peux pas revendiquer des droits. Moi, il arrive souvent que je ne perçois pas de droits parce que mes œuvres ne sont pas passées. Ça aussi, c'est la vérité. Est-ce que j'ai le droit de parler? Le Burida veut continuer à gagner la confiance des 8 sociétaires à travers des réformes qui permettront de prendre en compte le maximum d'entre eux. C'est un peu moins de 4 milliards de francs CFA qui ont été collectés par le Burida en 2020. À l'étranger, l'ancien président américain Donald Trump a officiellement lancé samedi sa campagne des élections de mi-mandat en retrouvant dans l'Ohio l'ambiance des meetings qu'il affectionne avec un œil déjà fixé sur 2024. Célèbre pour ses meetings en plein air à l'atmosphère survoltée, le tribun a renoué pour la première fois depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche il y a 5 mois avec tout l'écho de ses rendez-vous lors d'un discours énergique d'1h30. Yeli Traoré. Il n'a plus Twitter ni Facebook, mais il galvanise toujours autant les foules. L'ex-président américain Donald Trump tenait samedi soir un grand retour en meeting devant plusieurs milliers de ses partisans. Il s'est exprimé à 2 reprises lors de conventions des Républicains. Cette fois, il retrouvait donc ses fans lors d'un meeting en plein air dans l'Ohio en vue des élections de mi-mandat. Et il en a profité pour attaquer frontalement le bilan de Joe Biden. Nous rendrons l'Amérique forte, nous rendrons l'Amérique fière, nous rendrons l'Amérique sûre, nous rendrons l'Amérique grande. Merci Ohio,
Merci beaucoup. Thank you, Ohio. Thank you. Le magnat de l'immobilier de 75 ans n'a toujours pas reconnu explicitement la victoire de son successeur. Il continue au contraire à crier à la fraude électorale, même si ces dizaines de plaintes ont été rejetées, y compris par des juges qu'il avait nommés. Ils ont utilisé le Covid pour tricher. Ils ont utilisé le Covid pour truquer l'élection et pour voler l'élection. Ils ont utilisé le Covid. C'est aussi simple que ça. Avec l'aide de tout le monde ici ce soir et des patriotes de tout le pays, nous ferons tout ce que nous sommes censés faire et bien plus encore. Quand nous gagnerons et obtiendrons des majorités républicaines géantes l'année prochaine. Ayant promis de jouer un grand rôle lors des élections clés de midterms, mi-mandat de novembre 2022, l'ancien président a confirmé sa stratégie visant à soutenir les candidats pro-Trump. Le meeting de samedi soir était organisé pour soutenir un de ses anciens conseillers qui se présente contre un républicain siégeant à la Chambre des représentants. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.